Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose qui me tient à cœur et qui honnêtement a été un vrai tournant dans mon activité. On va parler de la digitalisation de ces formations. L'idée, c'est de simplifier ton quotidien et de booster ton impact en tant que formatrice indépendante. Je suis hyper enthousiaste de te montrer que c'est accessible, mais que ça peut aussi changer ta façon de travailler, ton approche aussi en tant que formatrice indépendante, tout simplement. Tu as peut-être déjà entendu parler de la digitalisation des formations, mais tu dois te demander peut-être ce que c'est exactement. Est-ce que c'est fait pour toi? Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui, sans jargon et surtout avec beaucoup de simplicité. Dans cet épisode, je vais te donner une définition claire de ce que c'est pour moi la digitalisation de ces formations. Je vais également te dire pourquoi c'est une stratégie incontournable pour ton activité. On va parler de rentabilité, de scalabilité, de complémentarité avec le présentiel. Et je vais également te parler de ce que n'est pas la digitalisation parce que je veux que tu te sortes de la tête que digitaliser ces formations, ce n'est pas devenir cinéaste ou graphiste. Donc dans cette première partie, je vais t'expliquer simplement ce que c'est que la digitalisation. C'est peut-être technique, compliqué ou réservé à des pros du numérique, mais c'est beaucoup plus simple que tu le crois, tout simplement parce que digitaliser une formation, dans mon esprit, c'est de rendre une formation accessible en ligne avec des supports que les apprenants vont consulter en autonomie. Quand je parle de digitaliser une formation, je m'adresse vraiment à des formateurs qui ont déjà, par exemple, des formations en présentiel et que vous allez vouloir transformer en tout ou partie en formation en ligne ou en formation digitale. Ok? C'est une formation en ligne, effectivement. C'est une formation qui va être disponible sur une plateforme de formation et que l'apprenant pourra consommer. Moi, j'aime bien parler de consommation de la formation, surtout quand on digitalise, en fonction de ses besoins. Ça peut être un excellent complément pour tes formations en présentiel. Donc, tu vas voir que digitaliser tes formations, c'est pas seulement devenir formateur en ligne. Ça veut aussi dire apporter un service supplémentaire à tes clients pour apporter encore plus de valeur à tes formations. Moi, ce que je trouve super intéressant dans la digitalisation de ces formations, c'est que il y a une notion de rentabilité qui rentre en compte. C'est-à-dire que d'abord, tu vas créer effectivement la formation, donc tu vas devoir préparer tous les supports, préparer les ressources, peut-être les vidéos si tu veux en faire, etc. Mais une fois que tout ça c'est créé, tu peux le vendre à plein de personnes. C'est-à-dire que tu vas le faire une fois et après tu peux le vendre plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment l'idée que je trouve excellente dans la digitalisation de ces formations, c'est que c'est assez rentable parce que finalement, tu n'as pas besoin de refaire à chaque fois les contenus de formation.
Il y a aussi une notion d'effet cumulé où quand tu vas digitaliser une formation, tu vas mettre à disposition les ressources à tes apprenants et au fur et à mesure, tu vas pouvoir implémenter de nouvelles ressources, implémenter des mises à jour, etc. Et donc toi, tu vas faire le job une fois et ça sera vraiment à dispo de tes apprenants et mis à jour. Je vais te parler aussi de scalabilité. C'est peut-être un terme que tu ne connais pas. La scalabilité, c'est un terme qu'on utilise en business et qui permet en fait de monter un business qui va changer d'échelle, donc vraiment passer à une échelle supérieure sans te créer à toi de demandes d'énergie, de moyens humains, techniques, financiers supplémentaires. Alors financier, c'est pas tout à fait vrai, mais donc en gros, euh, admettons, tu as une formation en présentiel. C'est pas scalable une formation en présentiel puisque tu vends ton temps. Ton temps, ce n'est pas une ressource illimitée. Quand tu as passé 35 heures à former toute la semaine, tu peux pas rajouter du temps dans ton agenda. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est scalable. En revanche, une formation en ligne, alors tout ou partie en ligne, je ne te parle pas vraiment de faire une formation comme un produit digital en ligne. Il y a vraiment des choses qu'on peut travailler pour ajouter de la valeur, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Tu vas créer une formation en ligne et tu peux la vendre 100 fois sans que ça te demande 1 heure de travail supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la notion de scalabilité, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aller vendre ta formation à 10, 100 ou 1000 personnes sans que ça impacte ton activité au quotidien. Il y a autre chose que je trouve super intéressant avec la digitalisation de ces formations, c'est que c'est très complémentaire entre le présentiel et le distanciel. En fait, quand tu vas faire une formation en présentiel, tu vas tout le temps répéter la même chose à tes apprenants, surtout si tu as 2, 3 formations différentes. Bon, mais tu vas répéter très souvent la même chose, ok? Quand tu vas digitaliser tes formations, tout ou partie de tes formations, tu vas pouvoir mettre à dispo de tes apprenants des éléments, des ressources, des activités, etc., qui ne vont pas te demander de temps à toi. Par contre, l'apprenant va devoir s'impliquer dans la formation, effectivement, pour aller plus loin dans ce qu'il va apprendre. Et moi, je trouve que c'est hyper complémentaire avec le présentiel parce que quand tu intègres du distanciel et du présentiel, ou plutôt du synchrone et de l'asynchrone, disons-le comme ça parce que il y a la visio aussi, tu peux faire vraiment du distanciel, donc synchrone, asynchrone, tu peux garder ton temps, le temps qui n'est pas scalable avec ton apprenant pour des échanges de grande qualité, pour des mises en pratique de grande qualité. Et en fait, toute la partie pédagogique, savoir académique, ça, tu le mets en digitalisation. Et tout ce qui va être lié à ton expertise, ton expérience, ce qui fait que tu es unique en tant que formateur, eh bien ces temps-là, tu vas les garder de manière ultra précieuse et beaucoup plus détendue en quelque sorte, parce que tu sais très bien qu'il y a toute la partie digitalisée qui entre en compte et qui permet à tes apprenants aussi de modulariser leur expérience. Donc tu vois, digitaliser ces formations, ça a de nombreux avantages. La rentabilité, la scalabilité et également c'est complémentaire entre le synchrone et l'asynchrone. Et maintenant qu'on a vu pourquoi c'est incontournable, je vais te dire ce que ça peut changer concrètement pour toi et tes apprenants. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de digitaliser? Ça, c'est une question qu'on me pose de temps en temps. En fait, pour toi et tes apprenants, oui, ça vaut le coup de digitaliser tes formations. D'abord, on va parler de toi en tant que formatrice. Quand tu vas digitaliser tes formations, tu vas gagner un temps fou dans ton travail. Alors, si jamais aujourd'hui, tu vends au temps passé, si ton modèle économique, c'est du temps passé, tu vends des formations de 7 heures. Effectivement, il y a fort à parier que ça ne t'intéresse pas de digitaliser. Malgré tout, si tu vends tes propres formations à tes propres clients, tu vas fixer tes règles du jeu. Donc là, tu n'es plus dans un cadre de sous-traitance, d'accord? La sous-traitance, effectivement, va te payer à l'heure, la plupart du temps, ça dépend des organismes, mais quand c'est toi qui bosses pour toi-même, eh bien,
tu peux faire exactement ce que tu veux. Et là, je ne te parle pas de Calliope, parce que Calliope intègre les modalités e-learning sans problème dans le référentiel de qualité. Ce qui est sûr, c'est que toi, ça te permet de créer une offre de formation. Et je te parle bien d'offre de formation. Je t'encourage à aller sur l'épisode 2 du podcast pour bien comprendre ce que c'est qu'une offre de formation. Et ça va te permettre vraiment de gagner du temps, tout simplement parce que tu n'as pas besoin de répéter en boucle les mêmes informations, les mêmes concepts. Il y a un concept que tu répètes à chacune de tes formations, fais-en une vidéo, une bonne fois pour toutes. Mets-la à disposition de ton apprenant, qu'il va pouvoir consommer quand il veut, quand il peut, ou alors quand tu lui diras de le faire, parce que ça aussi c'est important. Et tu vas passer le temps précieux en synchrone avec l'apprenant pour l'aider véritablement sur ses difficultés, le mentorer, l'accompagner, etc. Quand tu vas digitaliser tes formations, pour toi, en tant que formatrice, c'est un énorme bonus pour ton image professionnelle. Oui, parce que si tu expliques à tes futurs clients qu'ils ont accès à une plateforme de formation où ils vont pouvoir utiliser les ressources, se former aussi en autonomie H24 grâce à la plateforme, etc., t'apportes un vrai plus par rapport à tes concurrents. C'est pas si compliqué à mettre en œuvre, surtout si tu ne digitalises pas la totalité de ta formation. Ça va renforcer ta crédibilité. Et puis, le fait, tu vois, de faire des vidéos, ça te donne une stature. C'est assez bête de dire ça comme ça, mais quand on est dans l'ordinateur des gens, que les gens peuvent nous écouter et nous voir parler, ça nous donne aussi une forme de crédibilité et puis de durabilité. D'accord? Donc ça va vraiment augmenter ton image professionnelle. Donc vraiment, par rapport à des concurrents que tu peux avoir, n'hésite pas à travailler sur cette fameuse digitalisation. Évidemment, pour toi en tant que formatrice, si tu pousses la digitalisation de tes formations à l'extrême, ça te permet énormément de flexibilité. Et admettons que si tu décides de créer des formations en ligne 100% autonomes, tu vois, où l'apprenant, il achète ta formation et il la fait de manière automatique, sans que toi, tu n'aies à intervenir parce qu'il n'y a pas de séance de coaching ou de mentorat ou de correction d'exercice, etc. Tu peux avoir une formation qui est totalement scalable, donc en vendre 100 ou 1000 sans que ça te demande plus de travail. Et surtout, tu peux générer des ventes en automatique. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais même quand tu dors. Moi, souvent, le matin, je me réveille et j'ai fait des ventes à 4 heures du matin. Oui, je vends beaucoup des formations à des insomniaques. OK? Ça, c'est assez intéressant pour toi quand tu es formatrice parce que ça te permet de développer ton offre. Si tu fais vraiment des produits digitaux, on appelle ça comme ça, une formation en ligne 100% autonome. Mais ça te permet aussi, moi par exemple sur Being, tu as toute une plateforme de formation. Il y a plus de 200 heures de cours digitalisés qui sont à ta disposition, que tu vas pouvoir consommer pendant 2 années parce que je sais qu'il faut implémenter, etc. Tout ça, je l'ai fait une fois, je le mets à jour régulièrement, mais une fois que c'est fait, je peux le vendre à 10, 20, 30, 40, 50 clients si je veux. Effectivement, j'ai ajouté du coaching et du mentorat, pardon, je ne veux pas dire coaching, du mentorat individuel. Donc, ça apporte encore plus de valeur à ma formation. Mais clairement, les séances de mentorat, je les organise comme je veux et donc c'est quelque chose de très flexible. Voilà pour toi. Si tu veux vivre 3 mois dans l'année à l'étranger et revenir en France de temps en temps, moi c'est mon rêve le plus fou, tu vois, de pouvoir vivre 2 mois à Bali dans l'année, bref, là ça va te permettre de pouvoir travailler à distance, ok? Donc, et de vivre ta vie selon ta vision et tes valeurs. Chez moi, je parle des 3 V, la vie, la vision, les valeurs, qui sont les choses les plus importantes à prendre en compte quand on développe son activité de formation. Mais je m'égare. Je vais te parler maintenant du côté de l'apprenant.
pourquoi c'est intéressant pour l'apprenant d'avoir accès à de tout ou partie de ta formation en digitalisé. Déjà, première chose, c'est que de plus en plus de personnes sont habituées à des formations digitalisées. Dans les entreprises, on a accès maintenant à des formations qui sont en ligne. On se forme de plus en plus en ligne. Il y a eu le Covid qui a appris aux gens aussi à travailler en ligne, etc. Donc, c'est plus forcément un frein technologique ou technique, d'autant plus qu'il y a des plateformes qui sont ultra simples à utiliser, autant pour les apprenants que pour les formateurs. Gros avantage pour les apprenants, c'est qu'ils vont pouvoir apprendre à leur rythme. Ils vont pouvoir aller sur la plateforme quand ils veulent, à 2 heures du matin, pendant que toi tu dors. Ils vont pouvoir faire les exercices et consulter tous les supports quand ils ont envie ou quand ils sont prêts dans le momentum qui leur convient. Tu vas pouvoir aussi travailler sur de la pédagogie inversée. Donc là, ils vont pouvoir assimiler les connaissances seuls et puis toi, après, tu fais des sessions synchrones pour interagir avec eux, pour répondre à leurs questions, pour leur corriger les exercices, etc. Comme les supports, ils sont disponibles à tout moment pour réviser, pour aller pour apprendre, eh bien, il y a une meilleure rétention des connaissances. C'est-à-dire que tu vas avoir un apprenant qui va être beaucoup plus impliqué parce que c'est lui qui décide à quel moment il va faire ta formation. Donc vraiment, tu as tout intérêt à travailler sur la digitalisation de tes formations. Bon, tout ça c'est bien beau, mais par où on va commencer pour digitaliser ces formations efficacement? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les étapes clés pour digitaliser une formation existante. Donc, je pars du principe que tu es déjà formatrice ou formateur si tu écoutes ce podcast. Tu as déjà des formations qui sont plus ou moins prêtes. En tout cas, j'imagine. Si c'est pas le cas, bah, tu partiras de zéro, mais c'est la même chose. Et en fait, si ça peut te paraître comme étant un chantier énorme, je vais te montrer comment moi, j'aime rester simple et efficace dès le départ. Et ce que j'ai envie de te dire avant de commencer sur ces étapes, c'est de penser à la simplicité. T'as pas besoin d'être un graphiste chevronné ou un cinéaste pour digitaliser tes formations. Il te suffit d'avoir des supports qui sont clairs, faciles à naviguer. Et par exemple, tu peux utiliser des outils très accessibles et très simples. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'utilise essentiellement la suite de Google Workspace, pour créer tous mes supports. Tous mes exercices, tout est présenté sur Google Doc. Ok? Google Doc, c'est des outils qui sont collaboratifs, tu le sais. Et en fait, ce que je mets sur la plateforme, c'est un lien vers le Google Doc au lieu d'un PDF. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais des PDF. Donc, j'allais sur Canva, je faisais des jolis PDF. Je faisais des PDF remplissables. Donc, j'utilisais un outil là sur Internet du genre I Love PDF qui me permettait de faire les petites cases pour que les gens puissent remplir leur PDF. Une fois que j'avais réenregistré une deuxième fois le PDF, je mettais le PDF sur une plateforme. Donc, moi, j'utilise personnellement Teacheasy. Tu peux utiliser n'importe quelle autre plateforme. Le problème, c'est dès que tu vas faire une mise à jour, dès que tu te rends compte qu'il y a une faute d'orthographe sur ton fichier ou que tu veux faire une mise à jour tout simplement. En fait, si tu as travaillé avec un PDF, ça veut dire quoi? Donc tu retournes sur Canva ou sur ton fichier, tu corriges la faute, tu refais le premier PDF, tu refais le deuxième PDF avec les cases imprimables et tu le remets sur la plateforme. En sachant que sur la plateforme, il faut que tu trouves à quel endroit c'est pour le faire. Parce que autant l'apprenant, c'est fluide pour lui, mais toi, souvent, tu cherches tes petits. Alors que si tu as un Google Doc qui est collaboratif, donc fais bien attention aux modalités de partage du document. Il ne faut pas que tout le monde puisse avoir un accès à l'écriture au document, mais bon, ça, normalement, ça devrait aller. Toi, tu vois qu'il y a une faute d'orthographe, tu la corriges et c'est fini, on n'en parle plus. Donc ça, pense vraiment à l'actualisation et aux mises à jour de tes supports dès le départ. Organise tes fichiers pour qu'ils soient faciles à modifier. Ça va être un gain de temps énorme sur le long terme. D'accord? Ça, c'était la première chose que je voulais te dire. Ensuite, il y a des outils très très simples pour faire tes vidéos. Par exemple, moi,
je fais des très courtes vidéos. J'utilise Loom. Loom, c'est un outil qui me permet de filmer mon écran et de me voir, de te voir. J'ai décidé, parce que maintenant je commence à avoir l'habitude aussi de parler devant la caméra, j'ai décidé de faire des vidéos où je ne vais faire aucun montage. Donc je prépare tout, je prépare ce que je veux dire, je prépare mes supports, etc. Et une fois que je lance l'enregistrement de la vidéo, eh bien si je bug, si je me trompe, si je bafouille, tant pis, je continue. En fait, j'ai décidé de laisser mon authenticité, ma manière de faire dans mes vidéos, et mes apprenants, ils apprécient plutôt ça. Moi, je suis formatrice indépendante, je suis pas Ségos, je suis pas Visiplus, je suis pas un organisme, tu vois, champion du monde. Je suis une simple formatrice et mes clients, quand ils viennent vers moi pour moi et ils savent ce que je fais. Et donc, des fois, ils rigolent quand ils regardent mes vidéos. Voilà. Et c'est OK, en fait, hein, ça n'enlève pas l'apprentissage. Par contre, je fais des courtes vidéos, vraiment. Des vidéos de plus en plus courtes même. Donc ça, c'était vraiment pour te parler de la simplicité, des outils que j'utilise. Ah oui, d'ailleurs, encore une chose, tu vois, il me vient plein d'idées que j'avais pas prévu de te parler. Par exemple, des fois, je juste que à parler, comme là, je suis en train de faire un audio. J'ai pas de support à présenter parce que je veux expliquer quelque chose, mais il n'y a pas besoin de support. Mais au lieu de faire une vidéo, ce que je fais, c'est que je m'enregistre et je vais proposer un audio à mon client. Moi, j'ai un téléphone qui me permet d'enregistrer et d'avoir une transcription de ce que je raconte euh, automatisée. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je fais un audio et à côté de ça, je prends la transcription et je donne la transcription aussi avec le support. Ce qui fait que l'apprenant, il a accès à la fois à un audio, donc il peut mettre le casque et prendre des notes en même temps qu'il m'écoute, tu vois, sans avoir à regarder un support. Ou alors, s'il aime lire, il peut utiliser la transcription directement pour me lire. Alors la transcription, généralement, je la retravaille avec ChatGPT pour la rendre également fluide à lire, parce qu'une transcription d'un audio, c'est pas très agréable à lire. Voilà. Donc là, vraiment, je t'ai donné mes astuces pour simplifier au maximum ta création de supports digitaux. Maintenant, les étapes pour digitaliser ta formation. La première chose, c'est que tu vas devoir analyser le contenu actuel que tu as. Donc, tu prends une de tes formations et tu décides d'en digitaliser tout ou partie. Donc là, il faut vraiment que tu analyses ta formation actuelle pour vérifier quels sont les contenus que tu répètes souvent et qui vont pouvoir être digitalisés. Par exemple, des bases théoriques que tu vas expliquer, pardon, ou des exercices. Et puis, tu vas décider aussi des parties qui décident de rester en présentiel ou en synchrone avec tes apprenants parce que c'est important dans ton déroulé pédagogique. Et puis, tu vas planifier tout ton parcours d'apprentissage. Le e-learning, ça doit aller beaucoup plus vite qu'une formation synchrone. Les séquences doivent être beaucoup plus courtes et aussi très claires. Donc là, l'idée, c'est de vraiment modulariser tes séquences et de faire des modules courts et progressifs. Très souvent, quand on fait un parcours digitalisé, on va parler de passer d'un point A au point Z. Et là, ça va être toutes les étapes, les unes après les autres, de manière ultra logique, qui fait que ton apprenant, il va passer de sa situation problématique à sa solution en passant par B, C, D, E, F, G, H, I, etc. Tu vois? Et donc là, vraiment, il faut que ton parcours d'apprentissage, il soit très calé, très modularisé et progressif. OK? Au niveau des formats, tu peux faire tous les formats que tu veux. Il n'y a rien d'obligatoire. Tu peux faire des vidéos courtes, des vidéos plus longues. Il y a des fois des vidéos longues. Moi, j'ai une vidéo, notamment sur tunnel de vente, où je montre tout le travail que je fais pour créer un tunnel de vente. Ben là, la vidéo, elle dure 1 heure. OK? Mais là aussi, l'idée, c'est que l'apprenant, il peut mettre sur pause et recommencer. Tu peux faire des Google Docs. Tu peux faire des audios. OK? Donc, tu vas décider tout ça. Et puis après, tu vas créer tes supports. Donc, tu vas créer tes vidéos courtes et simples.
Tu peux utiliser Loom. Tu peux aussi t'enregistrer. Moi, j'utilise par exemple Google Meet et je crée une visio que j'enregistre sur Google Meet avec mes partages d'écran, etc. Et ça fait une vidéo, tu vois. Alors, il faut bien faire attention au son et un peu à la lumière, mais surtout le son, il faut qu'il soit bon. Donc, tu peux investir dans un micro, par exemple. Tu vas utiliser des documents interactifs et accessibles pour faciliter les mises à jour, donc par exemple Google Workspace. Tu vas utiliser des quiz ou des exercices aussi pour valider les acquis. Donc dans les outils de LMS, les plateformes que tu vas utiliser, personnellement j'utilise encore une fois, je te le dis, Teacheasy. Sur Teacheasy, tu peux créer des quiz. Tu peux créer des quiz sur Google Forms, tu peux créer des quiz sur Tally. Il y a plein d'outils pour créer des quiz, des exercices pour valider les acquis et évaluer l'apprenant. Tu peux aussi, sur Teacheasy, il y a la fonctionnalité, créer des devoirs. Donc des devoirs que le client va te livrer et que tu vas pouvoir corriger. OK ? Troisième étape dans la création de ta digitalisation de formation, c'est de choisir la plateforme adaptée. Généralement, je te conseille de prendre une plateforme de LMS accessible. Donc, tu as Teacheasy, il y a Podia, il y a Learnybox, il en existe des tonnes, tu en as même avec Digiformat, etc. Choisis une plateforme qui te convient, où tu peux, généralement elles font toutes quand même des fonctionnalités de base. Attention à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur de l'apprenant pour que ce soit assez simple pour lui à utiliser et à naviguer dans ta formation. Mais moi, je te conseille vraiment d'investir dans une plateforme. Après, t'es pas obligé, hein. Si tu as des ressources que tu veux mettre à disposition de tes apprenants, ça peut très bien se passer avec des emails automatisés, tu vois, où tu envoies toutes les semaines un email avec des exercices. Ça peut vraiment fonctionner. Bon, moi, je fais les deux, hein. J'envoie des emails et il y a accès à la plateforme. Mais dans les emails, c'est plutôt sur les choses à faire. OK ? Tu peux aussi tester ta formation avec des bêta-testeurs. Donc, là, les bêta-testeurs, eh bien, c'est des personnes qui sont dans ta cible, qui vont réaliser la formation à un prix défiant toute concurrence. Tu n'es pas obligé de bêta-tester en gratuit. Fais-leur payer un coût. Alors ça, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai mis à disposition au début, quand j'ai démarré Programme Being, à 2 personnes gratuitement. En fait, elles n'ont rien fait. Elles n'ont pas avancé sur le programme. Et du coup, ça n'a servi à rien qu'elles soient là parce que finalement, elles m'ont donné aucun retour clair sur le programme. Alors que si j'avais décidé de leur faire payer même un coût minime, elles auraient été plus impliquées dans la formation. Voilà. Donc, attention aux bêta-tests gratuits. Donc l'objectif, quand tu vas avoir des bêta-tests, c'est d'obtenir des retours à la fois sur l'ergonomie et sur la clarté des contenus. OK ? Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ajuster et surtout lancer ta formation. Donc là, tu vas pouvoir améliorer la formation selon les retours que tu as eus. OK ? Pas obligé que ta formation soit terminée. Pas du tout obligé qu'elle soit terminée avant de la vendre. D'accord ? Si tu as une formation avec un déroulé pédagogique progressif, et que la progression se fait semaine après semaine et que l'apprenant n'a pas accès à tout d'un coup, par exemple, tu peux très bien commencer à vendre ta formation et continuer la préparation des supports au fur et à mesure. Ok ? Voilà, on vient de voir les étapes clés pour digitaliser ta formation. Les premières étapes sont les plus importantes. Maintenant que tu sais ça, je vais te parler aussi de comment vendre une formation digitalisée de manière efficace. Oui, parce que quand on vend une formation digitalisée, on ne vend pas une formation en présentiel. La mécanique, l'expérience, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, petit disclaimer, si jamais tu continues de faire du présentiel, et que tu décides d'apporter un supplément des ressources pédagogiques de manière digitalisée, donc tu mets à disposition sur un Padlet par exemple des ressources digitalisées, ce que je vais t'expliquer juste après ne te concerne pas.
ici, je veux vraiment te parler de quand tu as une offre de formation qui peut mixer présentiel et contenu digitalisé. Mais comment t'expliquer? Où vraiment la partie digitalisée est un élément de différenciation et de valeur ajoutée pour ta formation. Ok? Pour moi, c'est différent de mettre à disposition des supports sur un Padlet que de concevoir une formation digitalisée. Donc, je vais quand même te faire la différence entre présentiel et digitalisé, et notamment au niveau de comment on achète. D'accord? En présentiel, l'apprenant, il va avoir des objectifs qui vont évoluer au fur et à mesure. Avec les interactions que tu vas avoir, toi, tu vas pouvoir adapter en mode synchrone et en temps réel le contenu de la formation. Donc, tu as un programme qui est établi, tu as un déroulé, des évaluations, etc. Généralement, tu sors pas du cadre, mais en fonction du public que tu as en face de toi, tu vas tout adapter. Et quand tu vends une formation digitale, il faut savoir que l'apprenant, lui, il doit savoir exactement où il commence quand il arrive à ta formation et où il arrivera et les résultats qu'il va obtenir. Quand tu fais une formation digitale, un tout ou partie en ligne, mais essentiellement digitale, d'accord, il faut que tu aies un point A et un point d'arrivée. C'est important parce que tout ou partie de ta vente va se passer en ligne. Donc, il va falloir que ça soit très clair pour l'apprenant, la manière dont tu vas le transformer avec ta formation, le transformer, ok? Et ça demande une gymnastique intellectuelle un peu différente que dans le présentiel. Parce que dans le présentiel, on va faire un programme, objectif pédagogique, déroulé, patin coup fin. Et puis, de toute façon, on adaptera. Ça, les clients, ils savent très bien. En digital, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que la plateforme, elle est là, elle existe. Les supports, ils sont là, ils existent. Et il faut que l'apprenant, il sache exactement ce qu'il va trouver et qu'est-ce qu'il va obtenir à la fin de ta formation. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer de manière précise la solution que ta formation apporte et les bénéfices concrets de ta formation. Ok? Donc, par exemple, la promesse que tu vas faire en présentiel ou en formation digitalisée pour une formation, c'est pas la même. Admettons, en présentiel, tu vas avoir « Venez découvrir les bases du marketing digital » et posez vos questions. En digitalisé, tu vas faire 5 modules pour créer une stratégie marketing claire qui génère vos premiers clients. Là, tu vois, il y a vraiment une idée de transformation puisque à la fin de la formation, tu auras tes premiers clients. 5 modules, ça veut dire que ça ressemble à quelque chose qui va être assez simple et facile à suivre et assez court, tu vois. Donc, l'approche marketing de ta formation, elle n'est pas tout à fait la même. OK ? Ça, c'est important. Bon, après, il y a plein de choses que tu vas faire pour faire connaître, pour vendre à proprement parler, ton tunnel de vente automatisé, etc. Mais c'était pas du tout l'objectif de cet épisode. Donc, là, une fois que tu auras fait tout ça, il va te falloir passer à l'action pour faire ta formation. Ça peut prendre un peu de temps et commencer à la vendre. OK ? Digitaliser ces formations, c'est beaucoup plus qu'une tendance. Ça va être une stratégie puissante qui va te permettre de rendre ton activité rentable, scalable, alignée avec tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. Et on a vu dans cet épisode pourquoi et comment te lancer sans te compliquer la vie. On a cherché à comprendre l'approche business de la digitalisation, notamment créer une fois, vendre plusieurs fois sans y passer plus de temps. Et on a vu aussi que ce qui compte vraiment, c'est de garder des temps précieux pour les échanges avec tes apprenants. On a exploré tous les avantages pour toi de créer une formation en digital, pardon. Tu vas gagner du temps, tu vas renforcer ta crédibilité et pour tes apprenants, ça va être beaucoup plus de flexibilité et une meilleure expérience d'apprentissage.
Enfin, je t'ai donné une méthode simple pour digitaliser tes formations en insistant, oui, sur l'importance d'utiliser des outils faciles à utiliser, à mettre à jour, utiliser une plateforme de LMS qui va être accessible. Et on a vu aussi, pour finir, que vendre une formation digitalisée, c'est de créer une transformation claire en expliquant dès le départ à tes apprenants où ils commencent et où ils arriveront grâce à ta formation. Ok? C'est vraiment une activité qui peut transformer ton business et ta vie professionnelle aussi. Parce que tu vas retrouver de la liberté. Et si tu es ici sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés, tu sais à quel point la liberté, c'est un élément important pour moi. Si cet épisode qui est maintenant terminé t'a inspiré, j'ai l'intention en 2025 de préparer une formation complète sur comment digitaliser ces formations. Écris-moi sur LinkedIn si tu veux être informé de la sortie en avant-première et même écris-moi si ce sujet t'intéresse de comment je passe d'une formation présentielle à une formation digitalisée pour améliorer ma rentabilité, ma scalabilité et ma liberté. Cet épisode est terminé. Je te remercie encore une fois beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!